Daniela. Merci beaucoup, Daniela, et bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes vraiment très heureux de voir un public aussi nombreux aujourd'hui. Et donc, comme vous le savez certainement, pour la plupart d'entre vous, NORAG, c'est un réseau de plus de 500 membres et nous nous engageons à contribuer à soutenir ce droit à l'éducation, notamment à l'accès à une éducation de qualité et sur un pied d'égalité pour tous. Et donc, la manière dont nous procédons, et c'est bien, c'est de regarder les recherches et les sujets qui ne sont pas assez inscrits dans les recherches, comme par exemple les données qui manquent en termes d'éducation, comme aujourd'hui, et la manière ou les manières dont nous procédons, eh bien, nous produisons de la connaissance et nous allons aussi débattre de différents contextes et de travaux aujourd'hui. Et nous travaillons aussi pour les dialogues politiques et aussi sur les renforcements de capacités. Tout ceci avec le principe d'équité dans la connaissance. Nous essayons toujours de mettre en avant les groupes qui sont historiquement sous-représentés, les personnes sous-représentées. Donc, quelle est la stratégie de NORAG pour les 4 prochaines années? Eh bien, c'est basé sur ces 4 piliers et les travaux que nous menons, ce sont des recherches analytiques et notamment dans cette séance, nous nous concentrons sur, bien sûr, ces données, ce pilier de données et d'évidence, de preuves, donc un des piliers de notre stratégie. Et pour ce projet sur les données manquantes, ce que nous faisons, ce sont des recherches analytiques que nous allons présenter aujourd'hui, puis débattre. Et ensuite, c'est pour s'assurer qu'il y ait plus de preuves, de bases de preuves pour améliorer la compréhension de ce problème en particulier et aussi pour veiller à ce que les personnes sous-représentées soient consultées à l'avenir, nous l'espérons, et surtout que des actions soient prises. Et donc, c'est le début d'un long processus. Fondamentalement, nous voulons que ce projet se déroule sur toute l'année 2022, car c'est à demi-parcours entre 2015 et 2030 pour les objectifs de développement durable et donc cette date butoir de 2030. Et les données manquantes sont toujours un obstacle important pour atteindre les objectifs de développement durable, ODD, et il y a différentes raisons, multiparamètres, qui sont liés de manière complexe. Et donc, nous sommes très heureux aujourd'hui d'avoir toute une série d'orateurs, d'intervenants qui vont introduire certains problèmes par rapport aux lacunes de données et les problèmes que cela cause pour atteindre les objectifs de développement durable. Donc, nous sommes très heureux d'avoir avec nous la Dr Laura Savage, qui est directrice exécutive du groupe International Education Funders, et c'est elle qui va ouvrir notre sommet. Laura, à vous. Merci Moira et bonjour à tous et à toutes. C'est bien d'être ici, bien de vous voir si nombreux et avec aussi toute cette diversité. J'ai vu tout ce qui était dit dans le chat, donc une diversité de personnes aujourd'hui. Moi, ce que je veux faire, c'est vraiment démarrer cet atelier, conférence, avec toute une série de questions. Et les questions que je pose vous seront familières, même plus à vous qu'à moi. Moi, j'ai passé presque toute ma carrière sur le croisement de l'aide dans l'éducation mondiale. Maintenant, je suis plus proche de la philanthropie. Et les données, ça a toujours fait partie de mon travail et j'ai passé, par exemple, 7 ans, notamment dans le financement de l'éducation. Mais les questions que je veux poser aujourd'hui, eh bien, elles reviennent au début de ma carrière où j'ai travaillé pour la planification au ministère de l'Éducation au Royaume-Uni. Et donc, et nous avons posé des questions à l'époque qui sont pertinentes aujourd'hui, comme elles l'étaient à l'époque, malgré le financement, les technologies et les autres changements. Et ce sont des séries de questions qui peuvent être liées à ce sujet, peut-être
vraiment, il y a ce débat de cette lacune de données. C'est exactement ça le problème, ces manques de données. Et donc, moi, je vais ouvrir 4 plans. D'abord, eh bien, c'est toute une série de questions que je vais poser. Est-ce qu'on sait combien il y a d'étudiants nous avons ou d'élèves dans les écoles primaires? Est-ce qu'on sait combien on a d'écoles? Et on pose ces questions et on se dit: «Bien sûr, on veut savoir cela». Mais tous les ans, ces questions réapparaissent et en fait, la réponse, c'est non, on ne sait pas. On ne sait pas combien il y a de 5 ans, d'enfants de 5 ans qui sont là. Il y a pas tout d'informations sur ceux qui ont répété et cetera et nous n'avons pas non plus de liste des écoles et comment ça se fait qu'on ne sait pas combien il y a d'écoles? Est-ce qu'on a des outils pour, les, directeurs du district pour qu'ils puissent aller dans les écoles pour voir ce qui se passe. Donc en fait, on ne connaît pas les bases et la chose suivante que l'on ne sait pas, c'est tout ce qui a à voir avec l'argent, coordination des budgets. Qui finance quoi? Où? Comment? Pour qui? Dans un village. Est-ce qu'il y a des fonds financeurs qui font un projet bilatéral? Et dans un autre, quartier, il y avait des ONG qui faisaient des choses qui étaient complémentaires et donc à l'époque, on parlait de grande coordination, d'alignement, mais nous, on n'avait pas l'impression de connaître vraiment tout l'argent qui était injecté dans le pays et on ne savait pas à l'époque, que coûtaient les choses. Par exemple, on avait un coût moyen pour les salaires, les livres, mais qu'en était-il des activités? Donc, qu'en est-il de ces coûts par rapport à un autre endroit, à un autre moment? Donc là non plus, on ne savait pas. Donc on a posé des questions sur les bases, sur l'argent et ensuite on s'est posé des questions sur les résultats et bien sûr, au fil du temps, on s'est plus posé des questions là-dessus. Est-ce qu'on sait si tous les enfants, avec tous ces investissements, est-ce qu'ils apprennent? Est-ce que l'on sait si ce que l'on finance, cela change les choses? Est-ce que cela a un impact? Vous savez, tous les le langage du développement et à l'époque et je sais que c'est aussi des tendances, que vous connaissez, eh bien, nous avions des données d'apprentissage national, mais aussi des données qui étaient financées par différents projets, plein d'intervenants dans le pays. On avait aussi des citoyens. Mais est-ce que les données de tout le monde, les évaluations, est-ce que ça correspond aux mêmes, références? Est-ce qu'il y a les principes d'intégrité? Est-ce qu'on peut les comparer? Est-ce qu'on peut les rassembler, ces données? Il n'y avait pas de base de données, agrégée, donc on faisait un projet, après, il y avait l'évaluation de l'impact, mais ce n'était pas inclus dans un grand système national d'éducation. Parfois, il y avait des données qui arrivaient vite, d'autres, lentement. Donc, on ne pouvait pas faire un plan sur des données qui avaient, par exemple, 2 ans. Donc nous, nous voulions un système pour comprendre quelles sont les trajectoires d'apprentissage qui avancent rapidement, où est-ce qu'ils sont les enfants qui apprennent et ceux qui apprennent moins et donc nous avons réfléchi à cela au fil des années et la dernière série de questions auxquelles on n'a pas encore répondu et j'ai passé beaucoup de mon temps à savoir comment pouvoir avoir des indicateurs sur les pourquoi. Pourquoi les résultats d'éducation ne correspondent pas à l'investissement que l'on y a mis? Pourquoi on sait, si des cahiers ne sont pas utilisés? Par exemple, dans certains pays, on avait des enquêtes de la Banque mondiale qui disaient que les enseignants ne savaient pas le contenu de ce qu'ils enseignaient. Est-ce qu'on sait pourquoi? Et vous savez, on a quelques points de données de ce genre d'enquête, mais nous n'avons pas de données sur les systèmes qui sont intégrés dans les, systèmes nationaux d'éducation. Donc on n'a pas non plus, toutes ces possibilités de résultats par procuration. Alors même si on a toutes ces recherches qui nous racontent ces histoires de manière très concentrée et
eh bien, ce n'était pas facile, et je crois que c'est toujours pas facile de traduire ces données, de voir ce que ces données voulaient nous dire. Alors, ce que je veux dire ici, c'est qu'il y a beaucoup de données manquantes, il y a beaucoup de questions que nous posons, quel que soit notre rôle dans l'éducation dans le monde. Il y a beaucoup de questions pour lesquelles nous n'avons pas de réponse. Et donc, je voulais démarrer cette journée aujourd'hui avec ces séries de questions, donc pour aller au-delà des points d'entrée qu'il y a bien sûr dans les ODD. Alors, je voulais offrir aussi une conversation. Alors, je suis assise ici et je vous dis qu'il y a beaucoup de données qui manquent. En même temps, je crois qu'on a aussi beaucoup de données d'un autre côté. Il y a beaucoup de données, par exemple, qui ne sont pas coordonnées, qui ne sont pas rassemblées, connues, disponibles, transparentes. Et donc, il faut aussi poser de grandes questions sur les données. Donc, moi, j'ai parlé surtout donc de données qui étaient liées à l'alphabétisme quand je travaillais au Malawi. Mais pour ce qui était des autres données pour le DD4, eh bien, non. Et je ne sais pas non plus comment, en termes de communauté d'enseignants, de pédagogues, nous pouvons nous comparer avec d'autres communautés. Donc, je pense qu'au sein de l'éducation, on se freine beaucoup. Et d'un autre côté, on essaye aussi d'atteindre la perfection, le ciel, on essaye d'atteindre beaucoup. Donc, pour ces questions fondamentales sur les données, j'espère qu'aujourd'hui, on aura le temps d'en parler, même cette semaine. Eh bien, il faut voir comment les données donnent lieu à la décolonisation, genre, est-ce qu'il y a aussi des données qui cimentent les inégalités sur les aides? Donc maintenant, il y a des grands acteurs qui, avec un petit formulaire, déterminent quelles sont les actions à mener. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour les autres voies ou perspectives. Il y a des questions aussi comme les exigences des grands bailleurs de fonds pour essayer de pister, avoir des nombres pour que cela démontre l'impact de leur investissement. Et donc, ça produit une culture orientée donnée et il y a vraiment aussi ce lien nord-sud, cette grande demande du nord par rapport au sud. Mais on peut se demander si il y a cet engagement vraiment. Et il y a aussi donc une question de gouvernance avec ces données. On peut reconnaître que toutes ces questions que j'ai soulevées sur l'éducation dans certains pays, dans certains contextes, sont certainement similaires à d'autres contextes. Donc, quel est le plus grand paysage? Donc, quels sont les travaux de données avec lesquels on doit se connecter? Donc, voilà, je ne vais pas répondre à toutes ces questions, mais je voulais ouvrir cette réunion avec toutes ces questions, car on va avoir beaucoup de débats ces prochains jours et j'espère que ces débats vont être très pragmatiques, pratiques, positifs, qu'on ait des discours et des débats pour aller au-delà de ce qui manque et que l'on travaille ensemble pour pouvoir soutenir ce voyage vers un point où les données sont plus partagées, plus ouvertes, où nous soutenons les systèmes d'éducation locaux et on ne doit pas penser que les données, les preuves vont directement se traduire en des résultats d'éducation meilleurs, mais nous pouvons soutenir les écosystèmes pour qu'ils soient mieux informés par des producteurs de données locaux, donc des données de haute qualité et locales. Et donc, il faut aussi renforcer cette boucle de retour et des systèmes de reddition des comptes. Et donc, et avec tout cela, en évitant cette ignorance, on pourra aller vers de meilleurs résultats. Voilà, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui.
pour démarrer, j'attends avec impatience d'écouter les autres intervenants, qu'on puisse donc déballer ces problèmes pressants. Merci beaucoup d'avoir ouvert ce sommet et d'avoir souligné tous ces différents problèmes liés aux données. Et je pense aussi qu'il y a ce paradoxe. Donc, nous voulons des données pour certains objectifs, pour certains groupes et parfois pas pour d'autres. Alors, merci beaucoup. Et maintenant, je suis très heureuse de passer la parole à notre orateur suivant, Daniel Shepard, qui est le directeur du projet à NORAG sur donc, ce projet de manque de données. Il va prendre la parole maintenant et aussi présenter les autres intervenants. Merci beaucoup, Moira, et merci, Laura, pour ces bonnes questions qui vont nous démarrer aujourd'hui. Alors, je me demande si vous voulez bien qu'on est sur Zoom et qu'on ne peut pas interagir les uns les autres, à part avec le chat, eh bien, on pourrait peut-être passer 5 minutes et on va vous envoyer au hasard dans un groupe de 2-3 personnes et vous pouvez vous présenter, dire d'où vous êtes. Il y aura peut-être aussi des problèmes de langue, donc changez de salle si vous ne pouvez pas communiquer. Et donc, dites aussi pourquoi vous êtes là aux autres membres du groupe. Donc, ce ne sera pas un de groupe parfait, mais nous espérons que vous rencontrerez des gens intéressants. Et ensuite, après quelques minutes, on fermera ces petites salles et on reviendra donc pour les orateurs suivants. Voilà, j'espère que maintenant, c'est prêt. Okay, great. So I think we're all... Je pense que nous sommes tous de retour. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Je vais commencer à partager mon écran avec vous. Est-ce que cela s'affiche? Oui, parfait. Merci beaucoup, Maëva. Bienvenue. J'espère que vous avez apprécié cette séance de rencontre. Moi, je vais prononcer ce discours. Nous allons écouter également d'autres intervenants et puis il y aura une séance de questions-réponses avec vous tous. Je m'appelle Daniel Shepard. Je m'occupe de ce projet sur les données manquantes. Je vais m'exprimer brièvement, puis nous allons écouter Marcos Del Prato, conférencier à l'Université du Sussex, et nous allons également avoir une discussion avec Madame Raphaël Martinez, qui partagera avec nous ses réflexions sur la discussion globale et elle va donc nous donner un éclairage sur le partenariat mondial pour l'éducation. Alors, petite introduction au projet par rapport à ce que Noura a déjà dit. L'échéancier de ce projet de 2021-2022, donc il s'agit d'un processus. Nous attendons vos contributions. Vous pourrez commenter, poser des questions aujourd'hui. Et l'idée, c'est de contribuer à la conceptualisation et à des solutions pour combler les lacunes dans le domaine des données relatives à l'éducation et à l'objectif de développement durable 4. Quelles sont les activités prévues, les événements, des consultations et des publications? Et nous allons également rédiger un ouvrage à la fin du projet. Donc, voilà quelques mots à propos du projet. Maintenant, j'aimerais vous donner une vue d'ensemble sur nos réflexions sur les données manquantes dans le domaine de l'éducation et pourquoi c'est important. Et bien sûr, cela s'inscrit dans les réflexions que Laura a déjà partagées. Tout d'abord, il y a une forte augmentation de données que l'on peut observer ces dernières années. Cela a des avantages, des opportunités, mais représente également des défis parce que nous sommes un peu dépassés ou submergés par toutes les données existantes et en même temps, il y a des lacunes de données dans votre domaine. Pour vous donner une idée de cette augmentation de données, eh bien, ce sont des exabytes. Depuis le début de l'humanité jusqu'en 2000.
13. Donc, vous voyez ici à quoi correspond un hexabyte. En 2010, il y a eu une forte augmentation. Vous le voyez ici à l'écran, on est passé de 5 hexabytes à 800. Et en 2020, quelques années plus tard uniquement, on en est à 59 zettabytes. Donc, vous pouvez voir l'augmentation et ce que cela représente. Donc, il existe un océan de données, mais les lacunes importantes persistent, surtout concernant des groupes marginalisés. Et dans le cadre de cet objectif de développement 4 et de manière plus générale, il est important de renforcer les capacités statistiques de compilation de données dans les différents pays, quels que soient les secteurs. Et puis, des plans d'action ont été lancés concernant ce domaine, les données. Le plan d'action mondial de Cape Town pour le développement durable. Les données ne sont pas gratuites et les coûts estimés sont les suivants, entre 3 et 5,6 milliards de dollars chaque année pour générer les données nécessaires dans le cadre de l'ODD 4. Donc, génération, production des données pour 3 millions et puis pour la limite inférieure, générer et publier des données et les diffuser. Alors, il existe des types. Nous avons en fait mis en place un cadre pour comprendre les données manquantes. Donc, des types d'indicateurs font défaut, des groupes de personnes ne sont pas repris dans les données et certaines finalités ne sont pas non plus incluses dans les données. Donc, il y a des difficultés en raison de la structure. Donc, il y a différents types, différents groupes et différentes finalités qui sont manquantes dans ce cadre. Alors, je vais aborder les deux premiers et puis nous allons également aborder la question des finalités avec d'autres intervenants. Alors, ne vous laissez pas distraire par tous les détails sur ce graphique, mais regardons les données mondiales, au niveau mondial, compilées par l'UNESCO. Combien de pays rapportent des données sur les différents éléments des ODD, donc par année, la proportion des pays donc, qui fournissent des données et est-ce que ça a augmenté ou évolué au fil du temps? Bien sûr qu'il y a ici beaucoup de détails, mais les lignes sont plutôt plates sur ce graphique. Il y a eu une certaine stagnation du côté des pays, quelques légères augmentations, quelques légères baisses. En tout cas, la situation ne s'est pas véritablement améliorée ces dernières années. Pourquoi? Et ces cibles, bien sûr, cachent des détails. Ce sont bien sûr que chaque cible a des indicateurs. Alors, peut-être que vous êtes surpris que l'indicateur 416 est relativement bien couvert, mais il y a beaucoup de différences en termes de tendance. En termes de tendance, pour certains indicateurs, tels que les enfants non scolarisés, le pourcentage d'enfants qui ont dépassé l'âge d'un certain cycle, etc., sont assez stagnants. D'autres. Donc, il y a différentes tendances qui s'observent pour ces indicateurs. Donc, il y a tout de même de fortes différences entre les indicateurs et les cibles. Et il y a des différences considérables. Alors, ici, ce sont les données de l'OCDE, le 4.2, et on a une meilleure couverture
sur l'enseignement préscolaire ou pré-primaire plutôt, mais pas nécessairement sur d'autres. Et c'était également dû aux structures des jeux de données. Peut-être qu'il est plus simple de calculer des données à partir d'institutions qui sont davantage liées au ministère de l'Éducation. Et quand on regarde les groupes, il y a des défis importants qui se posent. Certaines tranches d'âge, notamment les enfants dans des structures primaires, et puis le 4.3, d'autres groupes ne se retrouvent pas dans le système des données, ce sont les enseignants. Nous n'avons pas une excellente couverture sur les enseignants, par exemple sur la qualification des enseignants. Ces éléments-là pourraient être améliorés. Or, les enseignants sont essentiels pour l'éducation, pour les enfants, pour les jeunes. Donc, nous devons bien comprendre pourquoi il y a des lacunes de données concernant les enseignants. Donc, voilà, j'ai parlé des indicateurs, des groupes un tout petit peu. Si l'on pense aux groupes et si on s'intéresse à la ventilation, l'on peut voir les détails, les tendances. Ventilation par sexe, ventilation par pauvreté, élément rural. On voit que tous les graphiques racontent la même histoire, une baisse ou une stagnation pour ce qui est de la couverture de ces données depuis 2015-2016. Ventilation par sexe, femme ou homme. Et ce graphique montre que c'est la ventilation la mieux couverte. Et pour ce qui est de la ventilation par pauvreté, par caractéristiques rurales ou handicap, là, la situation, enfin, ces éléments-là sont moins bien couverts. En tout cas, le lieu, l'emplacement joue un rôle. Alors, les pays touchés par des conflits. Donc, simplement pour vous dire que le lieu, l'emplacement a une importance. Et certains indicateurs présentent les mêmes évolutions. Et quand on parle aux données et aux lieux, il faut penser aux différents niveaux. Alors, il y a plusieurs niveaux. Niveau mondial, UIS, le niveau national, les pays. Donc là, il se peut qu'il y ait un décalage dans le temps. Et puis, parce que certaines données n'existent pas au niveau mondial, ça ne signifie pas qu'elles n'existent pas au niveau national. Ou peut-être qu'elles existent au niveau national, mais pas à d'autres niveaux sous-nationaux. En fait, si un niveau est manquant, cela ne signifie pas que les données n'existent pas ou manquent à un autre niveau. Et niveau sous-national, des données administratives, par exemple au niveau d'un district, une école particulière. En tout cas, ces différents niveaux peuvent être bien reliés ou non. Et sur ce, j'aimerais conclure cette introduction sur ce projet. Vous allez écouter d'autres présentations. Si vous avez des questions, notez-les. Il y aura une séance questions-réponses après les autres présentations, des questions que vous souhaitez m'adresser ou à Marcos ou à Raphaël. Donc, notez vos questions et nous y reviendrons tout à l'heure. Merci pour votre attention. Et sur ce, j'aimerais vous présenter Marcos Del Prato,
notre prochain orateur. Je lui passe la parole et merci pour votre attention. Bonjour. I can hear you, Marcos. Oui, je t'entends, Marcos. Comment est-ce que je partage mon écran? Je vais essayer. Un instant, s'il vous plaît. Can you see it okay? Est-ce que vous voyez ma présentation? Est-ce qu'elle s'affiche? Oui, oui, je vois le mode plein écran. Je vois ta présentation et surtout la table des matières, ou la structure plutôt. Sorry, I have a problem here. Désolée. Can you see it okay now? Est-ce que c'est mieux maintenant? Yes. Parfait, Okay. merci. Okay, thank you. I'm very pleased to be Merci. part of this summit. Je suis ravie de participer à ce Important sommet. event because C'est un it's, événement important like a stop into the monitoring framework. parce qu'il nous permet de faire une pause, de voir où nous en sommes et de tenir compte des échéances, de voir quels sont les éléments qui manquent pour atteindre certains groupes, certains éléments qui manquent. Je vais présenter quelques idées après l'introduction de Daniel. La structure de ma présentation, une brève introduction, ensuite examiner les plateformes existantes pour le suivi de l'ODD 4. Troisième partie, je vais introduire le concept du cadre pour la conclusion et les apprentissages, les jeux de données et ensuite quelques résultats sur les éléments manquants sur ces différentes plateformes et puis je prononcerai des conclusions. Pour commencer, quel est le but de cette présentation? Le but, c'est de voir quel type de sous-groupe dans le cadre de cette ODD 4, en particulier les groupes les plus difficiles à atteindre, à la traîne, traverse un cumul d'avantages ou plusieurs couches de désavantages. En tout cas, dans ce cadre, il est important de comprendre que certaines informations sont déjà présentes, sont déjà disponibles, mais ne sont pas nécessairement utilisées, ne sont pas nécessairement présentes dans la base de données OIS. Et quelle est l'idée? Ces informations peuvent être recueillies, peuvent être obtenues de la part des enquêtes ménage ou apprentissage qui sont utilisées pour assurer le suivi de l'ODD 4. Alors, ces informations présentent plusieurs dimensions. On peut faire des ventilations, une dimension, deux dimensions, par exemple genre et emplacement, et 3D, chevauchement, recoupement. Par exemple, le niveau de richesse, le genre et le lieu. Alors, comment avons-nous élaboré un cadre? Il s'agit d'une compilation de recherches empiriques qui ont été réalisées dans différentes recherches. C'est un cadre heuristique plus complet qui nous permet de mieux recenser les groupes manquants et les types manquants présentés déjà par Daniel. Quels sont les éléments clés du cadre de données manquantes? En fait, il ne faudrait pas utiliser les mêmes facteurs d'inégalité pour tous les indicateurs. Donc, il faut des ventilations
Par exemple, enseignement primaire, cycle inférieur ou supérieur de l'enseignement secondaire. Donc, les facteurs pris en compte peuvent être différents. Deuxième élément, alors, on peut avoir des facteurs d'inégalité différents pour les enfants, les jeunes, et au niveau des ménages et au niveau de l'école ou de la communauté. Et c'est important parce que cela nous permet de mieux comprendre ces inégalités. Enfin, il y a également quelques références croisées à l'ODD 5, égalité des genres. Nous allons introduire des facteurs qui ont trait à l'autonomisation des filles et des mères au niveau de la communauté ou du ménage. Alors, quand on pense en termes de performance dans le domaine de l'éducation, c'est lié également à des normes sociales. Alors, est-ce que la mère est mariée? Est-ce qu'elle peut prendre des décisions financières? Donc voilà les éléments clés de notre cadre conceptuel. Après cette introduction, quelles sont les plateformes existantes pour assurer le suivi de l'objectif de développement durable 4? Comme vous le savez, nous avons l'UIS qui recueille des données systématiquement et qui couvre toutes les cibles de l'ODD 4. Nous avons le GMR de l'UNESCO avec la plateforme WIDE, qui est un outil de suivi qui se concentre surtout sur l'égalité, mais qui fournit des indicateurs sur l'accès à l'école, enfin scolarisation, non-scolarisation, niveau atteint, apprentissage. Et toujours pour l'apprentissage, qu'il y ait des bases de données spécifiques ou des programmes spécifiques tels que PISA, TMSS, PIRLS, etc. Après avoir décrit ces plateformes de suivi, après avoir vérifié les facteurs d'inégalité, de la perspective de l'UIS, vous voyez ici que pour l'accès, pour le niveau atteint, accès signifie si les enfants ou les jeunes sont ou non à l'école, et taux conclusion, donc primaire, cycle inférieur, cycle supérieur du secondaire. Donc, vous voyez ici que l'UIS n'a qu'une dimension, qu'une ventilation. Richesse, lieu et genre. Les mêmes éléments sont utilisés dans WIDE, mais en plus de cela, WIDE a également des indications sur l'ethnicité, la religion. Et quand on recoupe les deux, on voit ici genre et lieu, genre et richesse, même deux dimensions dans WIDE, dans la base de données WIDE, et dans la base de données WIDE, il y a ces recoupements supplémentaires, richesse et lieu, genre, ethnicité, lieu et région, etc., etc. Et quand nous passons à la troisième dimension, en recoupant les données, nous avons ici la combinaison standard, genre, lieu, richesse. Donc, quand je parle de lieu, je veux dire rural ou urbain. Même chose pour WIDE. Et WIDE a une ventilation supplémentaire ici, genre, richesse et région. Donc, ça permet un meilleur ciblage. Et si nous passons maintenant au volet apprentissage et nous comparons les différents éléments, et si nous ajoutons PISA,
nous voyons que pour ce qui est de une dimension, là, c'est assez similaire. Donc, il y a les 3 facteurs d'inégalité, genre, lieu et richesse. Et puis, nous avons, par exemple, d'autres éléments, le statut, les langues parlées. Et quand on passe aux 2 dimensions, l'US ne rapporte pas d'éléments sur cela, alors que Wide et PISA, on trouve ces éléments. Pour Wide, nous avons donc les données sur l'apprentissage ventilé par le lieu, la richesse, le genre et le lieu, le genre et les langues, etc. Pour ce qui est des 3 dimensions, oui, pas d'éléments au niveau de l'UIS, mais pour Wide, oui, il y a plusieurs combinaisons ici, genre, lieu, richesse, genre, langue et lieu. Donc, si je dois extrapoler, et si je pense en termes de suivi, alors, les principales catégories de l'UIS, ce sont les suivantes: lieu, rural, urbain, genre et richesse, et des combinaisons, et plusieurs combinaisons. D'autre part, WIDE utilise des sous-groupes supplémentaires, ethnicité, région et religion. Et si l'on regarde les niveaux atteints, donc il y a des combinaisons supplémentaires qui sont possibles, mais l'UIS n'a pas de recoupement concernant les inégalités en termes d'apprentissage 2D ou 3D. Et White et PISA n'ont peut-être pas certains éléments clés comme type d'école ou statut ou infrastructure des écoles. Donc, ce sont des informations manquantes, tant du côté du IS que de WIDE. Par conséquent, nous devons donc réfléchir dans un autre cadre pour mieux utiliser les informations disponibles. Donc, notre attention porte sur l'inégalité. Nous allons nous fonder sur des recherches empiriques et nous essayons donc de représenter des couches, des sources d'inégalité en commençant au niveau de l'enfant, du jeune, et puis passer aux ménages, aux écoles, aux communautés, parce que c'est comme ça que les inégalités évoluent. Et c'est un mécanisme plus efficace pour assurer le suivi de l'ODD 4. Alors, s'il fallait représenter le cadre, si je devais donc représenter ce cadre, l'on pourrait penser ici au cœur des inégalités, la situation de l'enfant ou du jeune. Ensuite, un ménage et après la communauté pour ce qui est de l'accès du niveau atteint. Alors, différentes ventilations des données ici à différents niveaux utilisés dans US ou WIDE, c'est les éléments ici en noir. Mais nous pensons qu'il y a des éléments supplémentaires qui expliquent les inégalités et qui sont disponibles dans les jeux de données. Par exemple, pour ce qui est du niveau de l'enfant ou du jeune, la question des grossesses ou de l'autonomisation au niveau des ménages, au-delà de la richesse, il y a d'autres facteurs tels que le niveau d'instruction de la mère et moins le niveau d'instruction est élevé
auprès de cette mère. Et puis, on peut également tenir compte d'autres facteurs démographiques, comme on voit ici à l'écran. Et puis, au niveau de la communauté, le lieu, urbain ou rural, la région. Et puis, oui, la question du développement de la communauté ou de la qualité de l'éducation, ou le taux de retard de croissance dans cette communauté. Ça peut être un élément clé pour assurer le suivi des rendements éducatifs. Et de manière similaire, pour le volet apprentissage, en suivant la même approche concentrique, nous pouvons donc constater ici que l'on peut ajouter des informations supplémentaires comme le handicap. Un enfant est-il handicapé ou pas? Un enfant travaille-t-il? L'enfant fréquente-t-il une structure d'accueil préscolaire? Les femmes disposent-elles d'informations sur le système scolaire? Les parents sont-ils des migrants? Les langues parlées? Et nous savons qu'une grande partie des inégalités se passe au niveau de l'école. Et par exemple, la qualification des enseignants, la moyenne du statut socio-économique des personnes qui fréquentent l'école, la proportion d'enfants qui travaillent, donc plusieurs éléments pour caractériser ces inégalités. Autre élément clé, ce passage de l'enfant au ménage, à la communauté, nous permet de réfléchir à un cumul de désavantages. To construct or to think about building up a data set. Le processus pour pouvoir construire un ensemble de données, d'abord on a notre cadre et je vous ai dit, c'est comme un cadre conceptuel avec des couches sur l'inégalité, donc l'individu, le ménage, la communauté, l'école. Ensuite, avec ce cadre, on le compare avec la base de données de l'Institut des statistiques de l'UNESCO et on peut obtenir toute une autre série de données, de concepts. Et donc, ce sont l'ensemble de données avec le cadre manquant. Donc, ça fait deux éléments. D'abord, voir s'il y a des combinaisons manquantes dans la base de données de l'UIS ou s'il y a des nouveaux groupes manquants qui ne sont pas inclus et qui seraient pertinents. Comme je l'ai dit auparavant, ça peut être lié au statut d'autochtone, par exemple de la grossesse adolescente, etc. Et ensuite, on trouve les motifs qui sont manquants et que nous proposons. Pour vous donner un exemple, vous voyez sur cette diapo, pas très bien peut-être, mais en fait, on a un indicateur. Dans cet exemple, c'est la lecture en primaire. Donc, en gros, le résultat, la note, donc au niveau primaire. Et les facteurs, eh bien, c'est le genre, le lieu, mais il manque des combinaisons. Par exemple, on n'a pas d'informations pour, par exemple, des filles, c'est-à-dire le genre et le lieu. Donc, des filles dans sur, par exemple, le taux de réussite, on n'a pas d'informations sur les filles dans les zones urbaines, dans les zones rurales, etc. Et on peut penser de la même manière à différents groupes, c'est-à-dire pour la première partie, on voit les combinaisons qui manquent, donc qui ne sont pas présents dans cet ensemble de données. Et ensuite, dans la deuxième partie, on pourrait avoir les nouveaux groupes. Par exemple, si on pense à la performance au niveau primaire pour la lecture,
pour un enfant, au hasard, un élément clé, eh bien, il faut voir d'abord si l'enfant travaille ou pas. Donc ça, c'est un groupe très important à inclure. Ensuite, il faut regarder le niveau d'éducation de la mère de cet enfant et dans quelle école il apprend. Par exemple, pour les écoles primaires, il y a différentes performances, par exemple, pour les écoles publiques par rapport aux écoles privées. Et donc, on peut proposer de nouveaux groupes, par exemple, un groupe pertinent. Ça pourrait être un des groupes que je viens de citer avec toutes ces combinaisons. Si on pense, on peut regarder. Donc, si l'enfant travaille et si on regarde l'éducation de la mère, on regarde les données et on peut inclure donc la lecture pour un enfant qui travaille et aussi si avec une mère qui a été peu à l'école, ça peut être un autre sous-groupe. Et on a donc cet ensemble de données qui peut être obtenu par ces connaissances que nous avons. Et quels sont les résultats principaux de cet ensemble de données? Si on prend seulement les indicateurs et les combinaisons manquantes, selon le cadre que nous proposons, nous pouvons voir qu'il y a environ presque 300 bidimensions, en tout cas qui incluent 2 caractéristiques manquantes. Donc, selon les indicateurs de l'UIS et de ce cadre, plus de ces 300 couches bidimensionnelles qui manquent et pour ce qui est des 3 recoupements, il y en a presque 196. Et donc, si on regarde les combinaisons manquantes, notre cadre est heuristique. Mais la plupart des nouvelles dimensions que nous proposons et combinaisons manquantes, c'est surtout pour les indicateurs d'apprentissage. Par exemple, ici, on a maths, donc pour 2e et 3e niveau, ensuite maths niveau secondaire, etc. Et donc, ici, on a les combinaisons manquantes. Et il y a aussi quelques combinaisons qui manquent pour les taux d'achèvement, donc à certains niveaux. Alors ça, c'est du point de vue des combinaisons manquantes. Et du point de vue des nouveaux groupes qui manquent, donc les nouveaux groupes que nous proposons d'inclure dans ce cadre de suivi, eh bien, pour les recoupements de 2 dimensions, 41 groupes et pour 3 dimensions, 17 nouveaux groupes. Par exemple, exemple de nouveaux groupes que nous proposons. Donc, est-ce que l'enfant étudie ou travaille? Et donc, l'éducation de la mère comme un facteur d'inégalité sur la performance de l'enfant, indicateur spécifique de l'enfant. On propose aussi, par exemple, un autre élément clé, les informations sur l'école. Quelle est l'infrastructure de l'école? Est-ce qu'il y a d'infrastructures pour l'éthique? Est-ce qu'il y a du harcèlement, de la violence? Est-ce que c'est une école publique ou privée? Quelle est la qualification de l'enseignant? Et aussi des informations sur la démographie, sur l'autonomisation de la mère et sur la région. Parmi ces nouveaux groupes, pour les catégories à 2 dimensions que nous proposons, eh bien, il y a des contextes de communauté, comme par exemple le développement de la communauté, la richesse, le degré d'autonomisation de la communauté. Donc, c'est un taux de responsabilisation, d'autonomisation ou de mariage précoce, par exemple, dans la communauté. Et donc, pour les 3 dimensions, eh bien, nous proposons par exemple un recoupement entre le genre, la région et les statuts socio-économiques de l'école. Pour répéter, pour les apprentissages, notre réflexion pour définir donc
la qualité d'apprentissage, eh bien, il faut regarder l'enfant, la famille, ensuite les conditions de l'école et la pauvreté dans l'école. Et pour ce qui est du taux d'achèvement et des indicateurs d'accès, on voit qu'il y a des informations combinées entre la communauté et la région, c'est essentiel. Et bien sûr aussi pour regarder donc les normes sociales et l'autonomisation. L'autonomisation, c'est très important d'un point de vue transmission de génération en génération et voir comment cette inégalité est passée d'une génération à l'autre, des mères aux filles ou des mères aux garçons. Pour les recoupements en 2 dimensions, 3 dimensions, encore une fois, nous pensons à avoir un objectif géographique cumulatif et en augmentation pour bien cibler. Par exemple, on peut avoir le CR1, donc c'est le taux d'achèvement primaire, et on peut le regarder, cet indicateur, avec la valeur donc par rapport à la communauté. Et ensuite, on peut regarder les indices de pauvreté dans la communauté et dans la région. Donc, avec cet exemple, on va savoir donc de quelle région est l'indicateur. On va savoir si la communauté est une communauté riche ou pauvre dans cette région et aussi si c'est dans un endroit urbain ou rural. Donc, il y aura un ciblage plus géographique de cet indicateur. Donc, voilà, et pas seulement juste un indicateur urbain-rural. Voilà, pour conclure, et d'abord, comme je le disais, et comme le disaient les autres orateurs, manquer des données, ça peut exacerber les degrés de marginalisation. Donc, si vous avez juste un indicateur très simple, vous n'allez pas avoir d'informations sur les défis de qualité. Donc, ça peut même exacerber la marginalisation. Et notre cadre heuristique utilise de nouveaux groupes et des canaux d'inégalité systémique. Et ces inégalités systémiques, d'un point de vue des indicateurs d'apprentissage, c'est surtout sur la structure de l'éducation, c'est-à-dire, là je parle toujours des indicateurs d'apprentissage, et on peut penser donc à une école publique ou une école publique pauvre ou une école publique aisée, donc des sous-systèmes. Et aussi, on a besoin du point de vue des communautés, donc qui créent des inégalités systémiques. Donc, il faut, comme cela, inclure les normes sociales, par exemple avec certains indicateurs comme le mariage précoce, la grossesse, etc. Voilà, je crois que j'en ai fini. J'ai parlé un peu trop. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marcos, pour cette présentation très intéressante. Et maintenant, j'aimerais inviter notre oratrice suivante, Raphaël Martinez, qui travaille donc au Partenariat mondial de l'éducation. Vous pouvez donc arrêter de partager votre écran, Marcos. Oui, je vais faire ça. Une seconde. Sorry, one second. I can meet your problem. Une seconde, j'ai un petit problème. I see. And then, yeah, it was out somewhere else. Voilà, c'était bon. Ça ne fonctionnait pas. Now we turn over the floor to... Alors maintenant, nous allons donner la parole à Raphaël. You're on mute, I think. Je crois que votre micro n'est pas ouvert. We didn't make you co-host. Ah, alors, on ne vous a pas mis co-administratrice, donc je vais ouvrir votre micro. Daniela, could you please make her Daniela, est-ce que vous pouvez ouvrir son micro, s'il vous plaît? Merci. Okay. Okay, Très bien. Voilà, je vais commencer. Je n'arrivais pas à ouvrir le micro. Non, non, c'est bien. Alors, vous ne voulez pas que je parle? Non, non, je rigole. Alors, merci beaucoup pour ces présentations formidables, Marcos, et aussi pour les remarques d'introduction, Daniel.
Et la présentation est très intéressante et pertinente pour la mise en œuvre de notre nouvelle stratégie, donc du partenariat mondial. Donc, moi, je vais faire des remarques plus au niveau pays, un peu comme vous l'avez expliqué, Daniel, avant d'aller au niveau mondial. Et les données viennent du niveau national, surtout. Alors, perspective pays, mais aussi perspective de politique, donc décision politique. Laura en a parlé aussi dans son introduction. Car c'est là que l'on veut faire une différence au GPE, soutenir des réformes de transformation dans des systèmes complexes. Notre nouvelle stratégie, nos nouveaux modèles, c'est vraiment inciter à la transformation, des modèles de transformation. Et avec la crise Covid actuelle, et il y a beaucoup de désir de mieux reconstruire, et c'est ce que notre conseil d'administration nous a dit, et notamment les administrations de nos pays partenaires. On a vu des gens qui disaient non, on ne veut pas la routine d'habitude, on veut avancer, on veut que les pays soient là où ils doivent être allés. Donc, on veut vraiment soutenir ces effets ricochets dans les systèmes pour pouvoir avoir un impact à échelle. Et donc, on a besoin de données, et c'est une évidence. C'est la pierre angulaire de nos opérations partout. On a besoin d'analyse de données pour les gouvernements, pour nos partenaires, pour qu'ils fassent des politiques saines et qu'ils conçoivent des programmes et des interventions qui ciblent les populations pour donner des raisons pour, pourquoi les systèmes sont dysfonctionnels, pourquoi les enfants n'apprennent pas à l'école. Et donc, c'est pour cela que les travaux de Marcos de désagrégation des données nous aident à comprendre comment on peut avoir les bons programmes et interventions en place. Alors, l'ODD 4, oui, il faut pister les résultats, tout à fait. Mais la perspective de GPE, faire des progrès, c'est important. Bien sûr, on peut corriger sur la base de ce que l'on voit, comment la mise en œuvre progresse, mais aussi on veut construire donc plus de durabilité au niveau pays et donc on veut aller vers une transformation de système avec les partenaires et les parties prenantes. Alors, bien sûr aussi, on a besoin de données d'analyse pour guider les investissements, bon, soutenir des allocations, des ressources rares que nous avons, donc les financements publics, mais aussi l'aide internationale. Et étant donné l'incertitude en cours, c'est sûr qu'une récupération saine et mieux reconstruire va dépendre de systèmes de données solides au niveau national. Et donc, pour aller vers ces cadres de l'ODD 4 et avoir des données ponctuelles, faciles d'accès, transparentes, pour des réponses à la fois à court terme, mais aussi pour la planification à long terme, c'est extrêmement important. Et on a besoin d'exploiter des données qui existent. On a aussi besoin d'inciter à avoir de nouvelles approches pour la collecte de données, être plus flexible pour pister les apprenants. Par exemple, on a appris récemment que beaucoup de systèmes d'information, de gestion des informations que nous avons soutenus ces dernières décennies n'ont pas la possibilité de s'adapter aux changements de nos environnements, changements rapides. Donc, c'est des domaines où nous avons des réflexions chez GPE pour pouvoir rediriger les ressources de nos partenariats, des ressources financières, mais aussi autres, de l'expertise, de la connaissance, et pour répondre plus directement au sujet du sommet sur les données manquantes, qui sont encore plus importantes que jamais, chez GPE, nous dirions oui, il y a des lacunes de données. D'accord, on en a parlé aujourd'hui. Donc, pour compter les invisibles, les groupes invisibles, par exemple, et aussi notre modèle est vraiment piloté vers le financement national domestique et on veut augmenter donc les budgets de l'éducation. Et on se rend compte qu'au niveau mondial, c'est difficile de trouver des données sur le financement public qui soient fiables. Même chose sur les données d'apprentissage. Quand on travaille au niveau des pays,
même avant de parler de l'éducation et donner de l'éducation, il y a aussi des défis macro-donnés, comme par exemple le recensement des populations, qui sont des défis. Il y a beaucoup de pays dans lesquels nous travaillons. C'est une information qui manque. Et donc, on ne peut pas calculer les éducateurs pertinents qu'il faudrait. Mais d'un point de vue politique, je dirais que ce qui est encore plus un défi, et là, j'aimerais que le public y réfléchisse et avec tout ce qu'ont dit les autres orateurs. Donc, quand nous travaillons avec des partenaires au niveau pays, la première chose que nous disons aux partenaires, regardez autour, il y a plein de données que l'on peut utiliser dans notre secteur. Il y a des données administratives sur la gestion des systèmes d'information, d'éducation. On a aussi des systèmes comme les examens pour les apprentissages, etc. On a aussi des données financières dans les rapports budgétaires qui sont en ligne. Par exemple, on travaille depuis des années à une autre méthode pour pouvoir calculer en fait les données financières manquantes par rapport au budget qui sont en ligne. Donc, il y a des données, mais il faut voir comment ces données peuvent être transformées en informations significatives. Et c'est là que dans les pays partenaires du partenariat mondial de l'éducation, nous voyons qu'il y a ce besoin critique d'investissement dans les ressources humaines, quels sont les personnels capacités pour réconcilier donc les données, des différentes sources d'informations, mais aussi pour aider les ressources humaines locales pour qu'elles utilisent de manière efficace les données. Alors, par exemple, il y a beaucoup de nos programmes qui investissent dans les capacités à traiter, analyser les données. Nous pensons que pour veiller au système de données durable des pays, il faut cadrer et qualifier du personnel pour pouvoir utiliser les données pour un cercle vertueux, pour avoir plus de données pour les utiliser. Et c'est sur ça que je vais arriver dans ma conclusion. Mais il y a aussi toute une série de questions que nous avons au partenariat mondial. On a parlé dans l'introduction. Comment est-ce qu'on rend les données accessibles et faciles à utiliser? Parfois, il y a des ensembles de données qui sont difficiles à accéder ou qui sont répartis dans différents ministères, différents partenaires. Et peut-être, comme certains l'ont dit, il y a trop de données. Mais au lieu d'être juste un peu provocant, je voudrais juste dire qu'il faut investir dans des stratégies d'accès, de dissémination des données. Donc, il faut adapter les formats des données à l'objectif qu'ils doivent servir, incorporer plus de visualisation visuelle, que ce soit accessible, compréhensible par les décideurs politiques pour qu'on puisse vraiment les utiliser. Et pour finir, parce que je vais sûrement être longue, pour nous, c'est important de comprendre. Donc, on veut atteindre l'ODD 4 et on veut couvrir tous les indicateurs de l'ODD 4, mais ce n'est pas suffisant avec cette crise de l'apprentissage. Et je voudrais réfléchir sur quelque chose. Donc, comment on va passer des données à une livraison concrète au niveau national pour les enfants, pour leur apprentissage. Donc, les communautés, d'accord, doivent présenter mieux les données, comment avoir des données facilement accessibles et fiables, c'est critique pour améliorer l'éducation de manière significative et rapidement. Mais il y a aussi beaucoup d'exemples réussis de politiques d'éducation qui ont été mises en œuvre sur la base de données solides et de preuves. Peut-être que c'est là qu'il faut rejoindre nos forces, identifier les bons exemples sur comment investir dans de meilleures données donne de meilleurs résultats scolaires. Et voilà, et je vais m'arrêter là-dessus. Merci. Merci beaucoup, Raphaël, et merci Daniel et Marcos avant vous.
Alors, je pense que les questions qui sont apparues dans le chat, il y en a pas mal et je vais essayer de les regrouper. Alors, il y en avait qui parlaient, plutôt que d'ailleurs des questions, c'était, ils parlaient des autres lacunes d'information, donc je les ai toutes notées et on pourra avancer là-dessus. Et je crois que la première question, pour revenir sur ce que vous venez de dire, Raphaël, de Dr Mahmoudi, dit si on a ces indicateurs de performance, est-ce que ces indicateurs de performance sont assez bons? Est-ce qu'il faut regarder autre chose pour voir ce qu'il faut changer si on a déjà ces indicateurs de performance? Donc voilà, je vous donne une question et je vous en donne 2 autres. Après, vous pourrez tous y répondre. Et ensuite, il y avait des questions sur l'ODD, qui est un programme universel. Est-ce que l'on peut vraiment traiter avec les questions, des questions que vous avez soulevées dans tous les pays du monde? Est-ce qu'on a les outils qui feraient que ce soit possible de le faire dans tous les pays du monde? Et ensuite, il y avait une question sur les tests mondiaux. Où est-ce qu'ils sont faits dans certains pays et pas dans d'autres? Avez-vous des réflexions donc sur ces tests en particulier, étant donné ce défi de manque d'information? Et on va peut-être aussi faire le lien avec le commentaire de Laura au départ sur la décolonisation et comment on fait ce lien de ces tests avec des concepts de décolonisation. Voilà, ces 3 questions à nos 3 orateurs. Qui voudrait prendre quelle question? Allez-y. You want to start or no? Moi, est-ce que je peux commencer? Oui, allez-y, Marcos. I think, Je pense. as it was already a comment actually, I think of Cecilia, the Donc, si je vois la question de Cécilia, je crois que of any le point de départ of exercise to de tout exercice pour you have to les inégalités, rather than actually using homogeneous il faut across country utiliser des catégories homogènes dans différents pays, inequalities coming from that particular country. voir d'où les inégalités clés viennent de ce pays en particulier. Donc, si je regarde un indicateur d'apprentissage, par exemple, si je regarde l'Amérique latine, d'où je viens, je vais regarder les systèmes d'éducation Issue related to school et je vais talent, regarder donc les genres d'écoles, etc. les langues, etc. Ensuite, For je inequality, vais construire vers le haut d'un point de vue inégalité. that in a sense is related Donc ça, c'est lié to the trade-off between à une espèce d'échange, un compromis a country entre donc un suivi mondial et un suivi par pays. Mais dans ma présentation, ce que j'ai essayé de faire, c'est de donner un peu un équilibre entre ce suivi générique et les défis spécifiques de chaque pays par différents cadres qui sont concentriques aussi, donc au moins 3 couches, 3 niveaux. Et quel est le point de départ de l'inégalité en utilisant donc bien sûr les données actuelles. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou de côté ou directement, mais voilà, je voulais le rendre plus clair. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Merci. I'll just briefly add to what Marcos said, and Alors, I- je vais rajouter I'd quelque kind of chose. combine the first two questions Moi, je together. combinerais ces 2 premières questions, si j'ai bien compris la première question. Est-ce que ces indicateurs dont nous avons besoin, ce sont ceux dont nous avons besoin pour parler du changement et aussi sur l'universalité et le côté complexe. Alors, pour revenir sur ce que disait Raphaël, il faut penser quels sont les indicateurs qui sont importants et qui ont vraiment argumenté pour des changements politiques de par le passé. Et
car on n'aura jamais un système de données parfait. Donc, il faut penser quelles sont les données dont nous avons besoin pour ces changements d'éducation. Et donc, peut-être aussi mettre une priorité sur certaines données pour les politiques. Alors, moi, je peux répondre à la question numéro 1. Pareil, toujours de la perspective du partenariat mondial pour l'éducation. Donc, est-ce que les indicateurs de performance sont suffisants? Pour nous, non. Les indicateurs de performance sont importants pour voir un peu, pour signaler ce qui ne fonctionne pas de manière très rapide. Mais c'est là où le travail commence, quand on a ces indicateurs de performance qui montrent des défaillances. Eh bien, la question clé qui vient après, c'est pourquoi? C'est ce que je disais de mes remarques. C'est là où le travail de Marcos est très important. C'est là qu'on approfondit, qu'on regarde toutes les couches, quels sont les facteurs d'exclusion. Et c'est là que l'on comprend le pourquoi du comment. On ne regarde pas juste les symptômes, mais vraiment la cause racine. Et ensuite, qu'on puisse planifier la bonne intervention vis-à-vis de cette cause racine et pas juste vis-à-vis des symptômes. Car très souvent, ce que l'on a vu dans certains pays que l'on soutient, notamment dans le secteur de l'éducation, c'est qu'il y a cette tendance d'avoir des interventions, des stratégies qui vont répondre première couche de problématiques, des symptômes, et ça ne fonctionne pas trop bien parce qu'il y a une telle infrastructure derrière ces symptômes qu'en fait, on néglige et donc les interventions ne sont pas pertinentes. C'est important, mais ce n'est pas suffisant. Voilà. On the other two questions, if I may, Moira. Merci. Nous allons prendre encore 2-3 questions. La décolonisation et puis il y a également des discussions régionales, des documents qui essaient de comprendre quelles sont les données manquantes quand on travaille à d'autres niveaux, un niveau inférieur. Donc, ça dépend un petit peu des régions, mais c'est pertinent pour cette question de la décolonisation et des stratégies qui sont suivies. Merci beaucoup. Nous avons reçu beaucoup de questions sur les pays africains et l'une des personnes qui travaille sur un document spécifique sur l'Afrique prendra la parole un peu plus tard au cours de cet événement et donc pourra certainement répondre à ces questions. Et puis nous avons reçu des questions liées aux complications découlant de la COVID. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir? Et des questions à propos de la non-fiabilité des données ou de la disponibilité des données, mais les systèmes ne fonctionnent pas toujours. Donc, des questions sur les données, les systèmes de données et les interrelations complexes. Merci. I think the question about kind of data reliability, À availability. propos de la fiabilité des données, oui, c'est quelque chose qui revient souvent dans les discussions. Dig more into this, but I think this is a key question because C'est une question essentielle. Comme nous l'avons tous dit, il y a des données qui existent et qui ne sont pas utilisées, qui pourraient l'être. Donc, nous devons comprendre pourquoi ces données ne sont pas utilisées. Est-ce pour des raisons de fiabilité, de capacité, de questions techniques pour mettre en lien les différents ensembles de données? Et c'est surtout important au niveau national, parce que c'est l'environnement de données le plus riche et qui peut donc influencer les politiques, même plus que le niveau mondial. Donc, une réflexion
rapide que je voulais partager avec vous. Merci. Marcos? Désolé, Raphaël. Ou Raphaël, allez-y. Oui, par rapport à ce qu'a dit Daniel, c'est ce que nous voyons au niveau des pays. Il y a tellement de données au niveau national qui sont ignorées. La première question, c'est vérifier quelles sont les données disponibles et faire un état des lieux, faire une analyse et un état des lieux avant de passer à la compilation de nouvelles données. Alors, on se dit, il y a un nouvel élément à saisir, on va concevoir une nouvelle collecte. Non, ce n'est pas toujours nécessaire, ce n'est pas pérenne non plus. Donc, il s'agit plutôt des systèmes d'information durables, plus agiles, qui sont un peu plus souples, plus légers et qui permettent d'avoir des données plus actuelles plutôt que de multiplier des éléments même très précis. Et parfois, il y a des données à grande échelle pour recueillir certaines données. Donc, pour nous, l'accessibilité des données et les capacités, comme vous l'avez dit, sont essentielles pour traiter ces données, pour les intégrer, pour qu'elles puissent être analysées les unes par rapport aux autres. Et c'est parfois un défi technique. Et si l'on pouvait investir davantage, oui, cela permettrait d'utiliser davantage les données pour concevoir des politiques. Merci. Marcos? Oui, je suis d'accord avec ce que viennent de dire Raphaël et Daniel. Les solutions à la question des inégalités doivent provenir des pays et pour cela, ils ont besoin de données produites par eux selon leurs besoins. Prenons le programme PISA. Alors, pour l'apprentissage, oui, l'égalité est mesurée, mais à un niveau inférieur. Donc, il faudrait également renforcer les capacités. En tout cas, la situation doit être locale, doit venir de la base. Ça, c'est un premier élément avant de pouvoir procéder à des comparaisons internationales. Merci. Très bien. Nous allons continuer, passer à la prochaine partie de notre événement. Il nous reste encore des questions brûlantes. J'espère que nous pourrons y revenir un peu plus tard. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de vous faire travailler en petits groupes. Et comment allons-nous l'organiser? Nous allons utiliser des Padlets. Mais avant cela, un grand merci à Raphaël de DGPE, de Marcos del Prato, de l'Université du Sussex et de Daniel Sheffert. Merci pour vos présentations. J'espère que nous pourrons revenir sur les questions qui viennent d'être posées. Bien.